Voilà, donc j'évoquais les quatre schémas possibles pour valoriser les C2E par une collectivité. Le premier schéma classique, c'est la collectivité fait faire des travaux qui valent C2E et qui après va se retourner pour les valoriser. Et on disait que ça, ce n'est pas le cas qui nous occupe aujourd'hui. On passe donc au suivant. Le deuxième cas, c'est euh, la cession des droits à réclamer des C2E d'une opération avant que les travaux soient effectués. Alors effectivement, il existe une possibilité de faire valoir ces C2E, en général auprès d'un délégataire ou d'un obligé, que vous avez vu tout à l'heure. Mais pour ce, il faut engager cette démarche avant même d'avoir lancé les travaux. C'est une condition nécessaire pour que l'obligé ou le délégataire puisse faire reconnaître la validité de ces C2E. Donc il y a toute une démarche préalable qui doit être menée pour marquer l'intention de la collectivité à faire ces travaux d'économie d'énergie avant même qu'elle ait signé le fait d'engager ces travaux. Donc on est déjà plus dans un schéma de ce type. Mais quand on est dans un schéma de ce type, c'est pour toutes les opérations que pourrait mener la collectivité. Et ça peut faire l'objet d'une mise en concurrence également, parce qu'il y a plein d'obligés qui sont prêts à récupérer ces C2E. Donc on voit des collectivités qui lancent des marchés pour identifier ceux à qui, au plus offrant, elles pourraient céder leurs C2E en amont de leurs travaux. Et c'est ce qui est rappelé ici au niveau de la règle de la commande publique. Ce partenariat doit réunir les critères de avoir une convention qui prévoit l'équivalence financière entre les deux parties pour les C2CD, que cette participation n'intervient pas avant la fin des travaux. Ça veut dire que vous, collectivité, ne recevez l'argent que après que les travaux aient été exécutés, donc ce qui n'est pas tout à fait notre cas, et que cette convention ne prévoit aucune autre prestation de service de celui qui va bénéficier du partenaire en question. Et là aussi, ce n'est pas tout à fait notre cas, puisqu'il y a carrément l'échange de luminaires qui accompagne cette prestation. Donc on ne peut pas dire que ce soit exactement le cas qui nous occupe de nouveau. Troisième cas, le voici. Dans le troisième cas, on va avoir une valorisation des C2E dans le cadre de la procédure de passation du marché de travaux. Donc, c'est-à-dire, on fait un marché de travaux et dedans, on a un chapitre qui dit, et voilà, et il faudra que ce soit valorisé. Donc, c'est intégré dans le marché de commande publique. Ce qui n'est de nouveau pas notre cas, puisqu'il n'y a pas de marché qui est passé entre la collectivité dans ces transactions à 0 ou 1 euro. Ce qui d'ailleurs est bien le problème. Le dernier cas semble ressembler quand même à ce qui nous occupe. Je lis, les travaux sont réalisés sans frais pour la collectivité grâce à la valorisation des C2E. Donc là, on se retrouve dans un schéma qui semble correspondre. Certaines entreprises du bâtiment ont donc proposé spontanément à des collectivités de réaliser ces travaux sur leur patrimoine et le financement est assuré intégralement par les C2E. Dans ce cas, les travaux de l'entreprise que l'entreprise propose sont effectués à titre onéreux pour répondre à un besoin de la collectivité. Et l'abandon de recettes que constituent les C2E confère en effet au contrat un caractère onéreux. Ils répondent donc à la définition d'un marché public de travaux et doivent être soumis aux règles de la commande publique. Pour peser et pas fausser ce qui a été dit, je me suis permis de le lire. Et donc, conclusion, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, enfin, on dit que les travaux sont réalisés sans frais, qu'il n'y a pas de
contrat entre l'entreprise et la collectivité et contrat à caractère onéreux. Donc, ce lien entre la collectivité et l'entreprise doit respecter les règles de la commande publique. C'est la conclusion de ce chapitre numéro 4. Et ce qui semble un peu échapper, puisqu'on s'en réfère qu'au seuil des marchés, en disant bah, tiens, si c'est pour 10 € que j'achète 10 luminaires, je n'ai pas besoin de faire de marché. Eh bien si, là, on doit toujours respecter le code des marchés. Donc on ne peut pas contracter pour une collectivité directement avec une entreprise dans la réalisation de travaux sans publicité, sans mise en concurrence, et ça doit faire l'objet d'un marché de travaux, même si c'est pour 0 €, en toute rigueur. Alors dans cette analyse juridique qui est rappelée date de 2013. Le monde change un peu, les C2E, on a vu, ont sacrément évolué sur la période. On résume que c'est essentiellement la situation 4 qui semble correspondre à celle que l'on rencontre là, mais que cette situation 4, on n'est pas exempt du respect de la commande publique et des marchés, suivant leur nombre, quitte à ce que derrière, après, ça coûte nettement moins. Et pourquoi, en fait, on va chercher à rentrer dans le cadre des marchés publics? C'est parce qu'il faudrait éviter de ne plus exprimer son besoin. La collectivité exprime son besoin, c'est le fondement du marché public. Et c'est ce qui échappe un peu dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que la collectivité, c'est sûr, récupère du matériel à peu de frais, mais elle récupère un matériel qui ne correspond peut-être pas du tout à son besoin. Et ce qui fait là, pour moi, la transition vers la dernière partie de cet exposé, c'est quels sont les standards de qualité technique en matière d'éclairage public et en particulier de remplacement de luminaires. Je reprends donc cette présentation qui a été au départ surtout construite par un autre prescripteur au niveau national, plutôt du côté de la Normandie, voilà, et ce que je vais vous répercuter là, c'est en grande partie leur prescription. Donc c'est des prescriptions d'une collectivité, c'est pas forcément celle qu'il faut absolument respecter, mais elle donne un certain nombre de pistes et il faut voir là la démarche. C'est un, je suis collectivité et j'exprime mon besoin, et deux, je regarde ce que le marché me propose. Dans cette démarche, un des points, c'est de vérifier si son installation est conforme à accueillir un nouveau luminaire en termes de protection des surintensités, en termes de protection différentielle, en termes de protection sur intensité sur chaque mât, en termes de protection contre les surtensions. Je fais allusion là au parafoudre. Comment se raccorde la terre? Quel est l'état du câble en remontée vers le luminaire apposé? Donc ça, ce sont des démarches à entreprendre, même pour un remplacement de luminaire, qui là sont aussi à faire et il faut aussi s'en préoccuper, même si on reçoit un luminaire à 0 €. Autre point, c'est la bonne adéquation du luminaire et de ses performances photométriques aux besoins, suivant la configuration de la zone à éclairer, suivant les exigences, les courbes photométriques seront bien adaptées ou pas. Et donc, une réflexion d'études photométriques est nécessaire pour avoir une bonne adéquation. Et si vous prenez le luminaire qu'on vous donne pour à la fois éclairer la place de la mairie et la rue du lotissement et l'entrée de ville, on comprend bien que fatalement, on ne va pas avoir une situation bien adaptée. On a aussi des contraintes maintenant avec l'arrêté de 2018 de température de couleur, donc la limite des 3000 Kelvin, qui n'est pas toujours respectée par tous les produits du marché. Donc, puisque il y a certains pays où il y a dans certaines situations la possibilité
avoir des températures plus froides, donc qui ne sont pas interdits à la vente, mais c'est juste que la collectivité, elle doit se soumettre à ces contraintes-là. Dans certains cas, on peut exiger ou pas, hein, c'est en tout cas la prescription d'une collectivité qui est ici citée en exemple, qui souhaite avoir la possibilité de pouvoir adjoindre des accessoires de type détection, détection de mouvement, qu'elles puissent être intégrées dans le luminaire ou à proximité du luminaire. Donc, eux vont attendre à ce que le luminaire qui sera acquis puisse avoir la possibilité de cette option. Il est bien intéressant des fois de disposer de luminaires pré-câblés et notamment aujourd'hui d'avoir des pré-câblages avec 4 conducteurs, ce qui permet aussi d'accéder aux commandes DALI qui sont sur le driver. Donc ça c'est bien pratique, ça peut être fait en usine. Voilà une recommandation, une exigence d'une collectivité qu'elle va exprimer et elle va acheter le matériel en conséquence qui respectera ce critère. C'est de nouveau pas le cas quand vous allez prendre ce qu'on est prêt à vous donner pour 0 €. Ils exigent que le driver puisse répondre au protocole DALI qui permet de le piloter et d'ouvrir des évolutions de pilotage futures. Voilà, encore un caractère qui est à demander quand on achète. Et si vous ne le demandez pas, on ne vous le fournira pas. Qu'il soit équipé de parafoudre alors avec un IMAX de 10 kA ici est noté, enfin c'est surtout aussi après avec une valeur de 10 kV souvent de protection contre la surtension. Encore là, une sage recommandation si on veut protéger un luminaire LED des surintensités atmosphériques auxquelles il sera exposé. Ce qui est de nouveau pas le cas pour certains matériels fournis à moindre coût. Les notions de protection IP ou IK qui vont caractériser l'étanchéité du luminaire aux poussières, à l'humidité et au choc sont aussi des critères qui vont définir la qualité d'un produit. La classe 1 ou 2, la classe électrique, qui est une norme très française, pour le coup, qui va s'associer au besoin de raccorder à la terre ou pas le luminaire, et également une prescription à intégrer. Quand on achète du matériel un peu importé rapidement, souvent il est que de classe 1, puisque la plupart des pays au monde ne fournissent, à commencer par l'Allemagne, des luminaires qu'en classe 1, quand ils ne sont pas passés dans les labos et aux analyses françaises. Toute la question de fixation et de raccordement au mât est aussi tout un sujet qu'il faut bien aborder au préalable et pas acheter des luminaires à l'aveuglette pour après se rendre compte qu'ils ne peuvent pas être fixés et raccordés au support existant. L'appareillage électronique peut être amené à varier aussi et il peut aussi être soumis à une variation imposée par l'armoire de commande. Ça, ce sont encore des critères qu'il faut intégrer ou pas. Alors là, situation caractéristique et particulière d'une collectivité proximité de l'océan, le revêtement de peinture peut être, et il est en tout cas très recommandé de l'équiper, de le mettre en qualité bord de mer ou front de mer pour sa durabilité. Si vous mettez un luminaire de peinture classique en front de mer, il ne tiendra pas, certainement pas les 30 ans de durée conventionnelle que le C2E avait prévu pour le remplacement du luminaire. Alors, on peut aussi voir un certain nombre de collectivités qui plafonnent l'intensité d'alimentation, puisqu'on a une corrélation assez directe entre la durée de vie et l'importance de l'intensité qui alimente les LED. Donc, dans le cas de cette collectivité, ils demandent à ce que ça ne dépasse jamais les 750 mA. Voilà, ce qui est sûrement encore une préconisation, une recommandation sage pour la durabilité du matériel.
les produits qu'on veut un peu booster, on va largement dépasser cet aspect-là aux dames de la durée de vie. Alors, toujours dans ce cas-là, la collectivité a souhaité limiter aussi la puissance totale du luminaire. Voilà, c'est leur prescription, c'est leur choix et leur raison. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, s'ils n'ont pas la possibilité de l'exprimer et s'ils prennent le luminaire qu'on leur fournit, sans discuter, eh bien, il y a de fortes chances que ça ne respecte pas leur cahier des charges. La durée de vie économique est aussi un critère qu'on voit sûrement pas assez dans la fourniture de ces luminaires. Dans ce cas, ils ont estimé une durée de vie économique, c'est-à-dire un maintien du flux du luminaire supérieur à 80% pendant au moins une durée de 70 000 heures. L'arrêté de décembre 2018 impose aussi aux collectivités un grand nombre de contraintes pour leurs luminaires et pour la photométrie en termes de diffusion de lumière vers l'hémisphère haute, le cône de lumière FC3. On a là des contraintes qui doivent être vérifiées par un laboratoire. Il faut aussi disposer de ces données. Il faut avoir la preuve qu'elles le respectent. Il faut pouvoir opposer à une demande des contrôleurs de l'application de l'arrêté ces informations-là. Il faut donc que le fournisseur soit en mesure de donner ces caractéristiques techniques, ce qui n'est pas toujours le cas aussi, en plus de devoir les respecter. Et alors on arrive sur la fin, il y a encore des aspects de maintenabilité qui peuvent être exigés par les différents utilisateurs. Vous en avez là quelques exemples. Les vis imperdables sont quelque chose de bien pratique quand on travaille en hauteur. Le maintien de la fixation en position ouverte, l'accès au driver facilité pour gagner du temps dans les maintenances futures, l'accès au plateau LED, voire l'interchangeabilité de ces éléments peuvent être des exigences. Et de nouveau, pour des luminaires très bon marché, ce sont souvent des aspects de maintenabilité qui ne sont pas pris en compte. Voilà, j'arrive au terme de la présentation des standards de qualité de luminaire que l'on peut exiger au niveau d'un utilisateur collectivité, qui sont à exprimer pour passer une commande et on va dire une exigence exprimée qui n'a pas la possibilité de s'exprimer dans le cas d'une transaction où je vous donne ça pour gratuit, et donc qui est un point d'attention que je voulais souligner dans cette présentation. Si on veut assurer une gestion pérenne des biens de l'éclairage de la collectivité. Voilà pour mon exposé peut-être un peu magistral et juste après la pause déjeuner. J'en suis désolé, mais je suis à votre écoute pour ce sujet-là. Et je repasse la parole à mes collègues animateurs. Merci Gabriel, je ne sais pas si tout le monde m'entend parfaitement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris au pied levé justement de ton temps et ta personne pour pouvoir présenter entre autres cette webconférence. En tout cas, elle fait état de pas mal de choses qui sont reprises dans un des courriers. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce courrier a été rédigé par la FNCCR, le syndicat de l'éclairage et l'AFE, qui était contre la mise en garde, démarchage, rénovation, installation d'éclairage extérieur, et qui reprend certains des propos que nous avons donc tenus lors de cette webconférence. Donc, je vous invite à retrouver ces éléments sur le site de l'AFE, dont ce courrier qui est signé du syndicat de la FNCCR et de l'AFE. Je crois qu'il était important qu'on puisse nous le faire partager avec des propos qui étaient plus précis
comme l'a évoqué Gabriel, sur les C2E, sur la commande technique, mais aussi sur les standards de qualité technique qu'on peut attendre aujourd'hui du matériel. Et que aujourd'hui, même si les tarifs et les prix pratiqués sur l'achat de luminaires, hein, on parlait il y a quelques années de 400-500 euros pour le prix d'un luminaire, on est arrivé à des prix qui arrivent aujourd'hui à 250 euros. C'était toujours des prix alors avec des très grosses remises hein, selon les quantités qui étaient achetées. Et là, on parlerait de prix de luminaire de 60 euros, qui est le prix du C2E, plus le Green Bond qui reviendrait à peu près à 80 euros, donc soit 140 euros. Et c'est là qu'on peut se permettre de mettre des doutes. On ne dit pas que c'est pas totalement impossible, c'est juste d'émettre quelques doutes et de mettre un point d'attention à ceux qui proposent ce type de matériel et qui répond bien actuellement aux exigences techniques qui sont demandées et aux réglementations en vigueur. Voilà, enfin, je fais un peu la synthèse de tout ce qui a été dit hein, pendant cette webconférence. Encore un grand merci à Gabriel de l'avoir tenue. Et puis, je vous invite à partager vos questions, interrogations, si vous en avez. Ou si certains d'entre vous ont été confrontés à la situation. Alors, moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu 2 collègues communes où j'ai fait des diagnostics qui m'ont évoqué effectivement qu'ils avaient été approchés. Donc effectivement, je leur ai dit attention. Et puis sur un autre point, par rapport au C2E, il existe sur Internet un site NR Pro qui permet de justement de pouvoir consulter plusieurs, on va dire, pour pouvoir avoir une idée de combien les obligés rachèteraient également nos CDE au moment au début. Donc, qui permet d'avoir des devis, on va dire. D'accord, oui. Ah oui, très bien. Et la tendance, elle est plutôt haussière, hein, comme je disais, dans les rachats. Ça s'est stabilisé là, mais à une valeur plutôt haute et on s'attend plutôt à ce que ça soit. Et à combien sont les pénalités? Alors, elles sont de l'ordre, alors si vous voulez, je parlais de 6,50 € le mégawattheure QMAC. Actuellement, c'est ce qu'on peut trouver. Sur le marché, on le négocie à 8, la pénalité, elle est à peu près à 20. Oui, donc il reste encore une grosse marge de Alors, oui, on peut dire comme ça. Alors attention, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque la pénalité, elle est un peu variable, c'est-à-dire pour les obliger jusqu'à un certain seuil, il y a des temps, et après, elle varie en fonction des seuils. Donc, suivant jusqu'où ils ont réussi à remplir leurs obligations, ils n'auront pas forcément le même niveau de pénalité. En réalité, oui, sur le marché actuel, je peux vous le dire, hein, puisque même les tout grands, on va parler des grandes références comme EDF ou des choses comme ça, ils ont plutôt une pénalité qui est calculée parce qu'ils ont quelque chose qui est systématique, d'année en année, voilà, parce qu'ils ont des éléments en tant que grand groupe de pouvoir de toute façon avoir des prix de C2E. Aujourd'hui, leur pénalité sera entre 14 et 15 plutôt. Donc c'est pour ça que, en fonction je sais que chez nous, dans certaines sociétés, on a aussi des pénalités qui peuvent être appliquées. C'est en fonction des groupes, hein, comme Total, EDF, Engie, tous ces gens-là, ils ont des grosses pénalités, mais vu qu'ils ont plein d'engagements sur certains travaux et d'accompagnement, ils en déduisent automatiquement tout ce qu'ils ont. Et chaque année, ils ont des travaux engagés. Là, ils ont des travaux engagés jusqu'en 2022-2023. Donc, ils savent très bien que ça, ils ne le payeront pas. Mais par contre, vu que ça a changé et qu'on arrive un peu à augmenter les seuils et puis la valorisation de ces C2E, on essaie de le suivre au quotidien sur EMI, sur les prix EMI. Là, actuellement, les prix EMI en février, donc pour le mois de février, hein, c'est ce qu'on a actuellement. En standard, on est à 8,16 €, alors qu'on est à 7,84 € en spot. Donc le spot qui était au-dessus, maintenant il est en dessous, hein, au niveau standard. Et c'est l'inverse sur la précarité. On est à 7,86 € du mégawattheure pour 8,02 sur les prix spot. Donc là, on est un peu de la logique de ce qu'on devrait avoir. Mais c'est en fonction du nombre de transactions, hein. Il y avait 12 transactions en précarité le mois de février. Enfin, donc, vous voyez, tout dépend un peu comment ça se passe sur les marchés. Donc, c'est assez complexe. Juste pour donner un ordre d'idée aussi, les C2E en janvier 2016, ils étaient en standard classique sur les prix émis à 2,37 €. Donc oui,
ça a vraiment augmenté. Hein. Quand on parle de 8,16 € aujourd'hui et 2,37 €, vous imaginez bien que les prix, ils sont allés très haut. Ils iront pas beaucoup plus haut. Hein. Faut le savoir. Les gens qui font en disant, bah tiens, on va encore un petit peu attendre que ça aille à 12 €. On pense pas que ça puisse atteindre ces valeurs-là, parce que en fin de compte, le nombre d'obligés et tout ce qui est demandé, pour l'instant, ils avaient réussi à répondre aux besoins, et les engagements tertiaires qui sont lancés par l'État font que des gens investissent dans l'isolation. Donc, changement de chaufferie, on va changer le gaz à partir de 2025, il y aura des chaufferies au gaz qui vont devoir être enlevées. Enfin, on va arriver de toute façon dans des actions où il y aura des C2E. Donc voilà, c'est pas qu'il y a pléthore de C2E, il y en a, et il y en aura un petit peu plus avec les actions que demande l'État. J'aurais une question également. Tu m'entends, Gabriel? Oui, j'entends bien. Oui, bonjour Gabriel. C'est ça. Pour l'éclairage public, quand on fait une demande un dossier de C2E, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'adresser à un courtier en C2E? Aujourd'hui, on a plutôt le réflexe d'aller voir l'énergéticien local, voilà, et d'accepter son offre. J'ai jamais fait la démarche d'aller voir un courtier. Est-ce que vraiment l'écart est important? Est-ce que ça vaut le coup d'y passer du temps, ou il faut un volume très important pour que ça soit significatif? Pour intéresser des courtiers, il vaut mieux venir avec un volume assez important. Pour une plus petite quantité, se tourner vers son fournisseur, c'est sûrement la chose, je pense, la plus simple. Puisque lui, il est organisé pour. Maintenant, des collectivités qui vont avoir à gérer plein de sortes d'actions, elles vont engager une démarche pour rechercher un courtier spécifiquement. Et elles vont même passer des marchés pour ça. Et souvent, c'est au niveau des intercommunalités que ça a été géré, ce qu'on observe, ou au niveau des pays. Et c'est eux qui sont chargés de s'associer à un courtier. Donc pour la collectivité, elle a, pour un certain nombre dans la région, à quelque part, il est déjà là, au niveau de l'intercommunalité. C'est Octave, non, je crois, pour la région Alsace, ou pas que. Pas que, il y en a plusieurs. Oui, il faut voir. Voilà, ça dépend des intercommunalités en général. Elles sont associées quelqu'un. D'accord. Je ne veux pas forcément citer ou faire de la publicité à l'un plus qu'à un autre, mais c'est des choses qui sont déjà en place souvent. D'accord. C'est également ce que je parlais tout à l'heure, qui est sur Internet, en fait, comme le même type, en fait, que Meilleur Taux ou des choses comme ça, qui ne demandent pas obligatoirement quelque chose de particulier derrière, qui permettent d'avoir des devis de plusieurs, en fait, de lancer finalement sur la toile ce qu'on pourrait avoir comme CE et d'avoir des réponses, des devis, quoi. Oui, d'accord, oui. Sans que ça soit aussi formalisé que quelque chose avec effectivement un courtier plus particulier, quoi. Plus physique, on va dire. Ouais. Mais moi, en ce qui me concerne, je l'ai jamais pratiqué. Donc, je sais pas. Nous, on l'a utilisé déjà une fois, effectivement, avec une collectivité, où que globalement, juste avant de lancer des marchés de CPE, des contrats de performance énergétique, où qu'on a finalement consulté et que la commune est passée direct et du coup a eu son réponse et a fait son contrat au préalable avec ce qui était ressorti enfin des propositions qu'elle avait eues via ce site, en fait. Ouais, ok. S'il n'y a plus de questions, je voulais vous remercier de votre participation. Un grand merci aussi à Margot Bogdan qui nous a organisé les invitations et aussi la mise en place de GoToMeeting, donc aussi pour la présentation, et surtout Gabriel. Donc merci à vous tous. N'hésitez pas à revenir vers l'AFE, le centre Grand Est, si vous avez d'autres questions.
Et vous pouvez nous envoyer un mail ou à l'attention de Christophe, le secrétaire de l'AFE Centre-Est, qui voilà, nous portera la réponse ou nous la fera partager pour pouvoir vous donner la meilleure des réponses. Merci à vous, merci à tous, bon après-midi. Ouais, merci pour votre participation.